de la salle, on va parler de vampiration. Donc Rémi nous parlerait de vampirisation non supervisée des réseaux conventionnels, comme vous le dites. Voilà. Donc, oui, donc, sur le papier, c'est marqué Tronglan Nguyen, mais bon, tout le monde m'appelle Rémi parce que c'est plus simple. Donc oui, je voulais parler de vampirisation non supervisée de réseaux convolutifs. Donc pour casser tout de suite la question, vampirisation, ça n'a pas de rapport avec une méthode mathématique particulière. Enfin, c'est pas un terme qui est utilisé dans la littérature. C'est juste un terme que j'ai utilisé en réunion pour illustrer, qu'a tapé dans l'oreille de mes encadrants. Donc j'ai fait la terrible erreur de ne pas citer les noms. Donc je fais ma thèse en CIF donc, avec Safran Electronic and Defense et l'Institut Pascal, donc un labo de l'Université Clermont-Auvergne. Côté Safran, je suis encadré, donc ce sera marqué sur le papier, mais je suis encadré par Guillaume Magnier. Et côté Institut Pascal, je suis encadré par Thierry Château. Donc pour contextualiser un peu ma thèse, donc Safran Electronic and Defense, il développe et il commercialise des systèmes de perception et de navigation autonomes. Et ils ont notamment des problématiques de déplacement en tout terrain, sur des terrains vagues. Et l'Institut Pascal, de l'autre côté, c'est un laboratoire pluridisciplinaire qui a entre autres un axe de recherche en images, système de perception et robotique, ou ISPR, qui travaille donc sur ce genre de plateforme que vous pouvez voir ici, là, donc, sur la plateforme Pavin. C'est une sorte de mini-quartier sur lequel ils peuvent faire des expérimentations. Et ils ont plus des problématiques de déplacement du coup, en ville, donc sur route. Donc dans les deux cas, on est en présence de plateformes mobiles autonomes, donc on a besoin, ça implique des besoins en perception, donc détection des obstacles, éventuellement catégorisation des obstacles pour savoir si c'est un obstacle mobile ou immobile, et par opposition détection des espaces accessibles par le véhicule. Et ce sont également des systèmes embarqués, donc ça sous-entend que, enfin ce sont des... Comme c'est mobile, on ne peut pas le brancher sur le secteur, du coup ça sous-entend des systèmes embarqués, donc des ressources limitées. Et donc moi je me situe dans la partie perception des véhicules autonomes, donc ce qui précède la planification puis le contrôle du véhicule. De ce que vous avez pu voir dans les présentations précédentes, un capteur qui est très très utilisé, c'est la caméra, et la majorité des méthodes sont orientées deep learning aujourd'hui. Donc en navigation autonome, pour l'étape de planification qui suit la perception, on a généralement besoin de fournir plusieurs informations sur l'environnement, sur les données qu'on reçoit du capteur. Donc moi j'utilise pour mes expérimentations, je me suis basé sur des images de type caméra, donc RGB classique. Et donc deux tâches que j'ai pris comme exemple moi dans mes expérimentations sont l'estimation de profondeur et la segmentation sémantique, donc on a déjà rencontré dans les présentations précédentes également, qui sont donc deux tâches denses, c'est-à-dire que chaque pixel est annoté. On essaie de prédire pour chaque pixel donc soit la distance à la caméra, soit le type d'objet qu'il contient. Et donc en fait on aimerait faire plusieurs de ces tâches, et donc la problématique c'est que quand on fait ça avec du deep learning, ça sous-entend qu'on a plusieurs réseaux, sauf qu'un réseau de convolution c'est pas forcément très léger, et donc ça peut vite devenir assez débordant pour un système. Donc ce qui est fait assez souvent quand on a les mêmes données en entrée, c'est de faire de l'apprentissage multitâche, c'est-à-dire qu'en fait on va créer plutôt qu'un réseau par tâche, on va faire un seul réseau qui a plusieurs têtes et un socle de calcul commun qu'on va entraîner en fait en accumulant les gradients de plusieurs tâches différentes. Sauf que ça pose quelques contraintes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir tous les jeux de données en même temps. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le cas industriel. Par exemple, Safran peut avoir un réseau de neurones qui a lui été vendu par une entreprise tierce qui ne fournit pas son jeu de données. Et ça sous-entend également qu'on doit tout entraîner en même temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre réseau de neurones, on ne peut pas rajouter une tâche après l'entraînement. Donc en fait, nous, on a voulu voir si c'était possible, plutôt que de tout entraîner en même temps, de partir de deux ou plusieurs réseaux qui sont déjà entraînés, donc un réseau qui fait une tâche A et un réseau qui fait une tâche B, et de les fusionner en quelque sorte pour obtenir un seul réseau, donc en supprimant une partie des calculs. Et donc en fait, c'est de là que vient le terme. En fait, on va essayer de greffer un réseau sur l'autre, donc on peut empiriser en quelque sorte.
afin de réemployer des calculs en fait. Donc en fait, voilà, donc en termes, nous on surnomme le réseau A par exemple le réseau vampirisé et le réseau B là, donc qui va venir sucer en fait le réseau A. Donc le réseau vampire. Donc en fait, on se base sur un truc qui a été expliqué dans un papier de 2015 qui montrait que sur un réseau de même architecture qui était entraîné plusieurs fois sur la même tâche, donc évidemment les features qu'il va prendre vont être différentes selon l'initialisation, mais elles convergent généralement vers des features qui sont alignables en termes de corrélation. C'est-à-dire, par exemple, on a entraîné un réseau net 1 et net 2, donc c'est la même architecture. Alors là, il donne l'exemple pour la première couche de convolution. Donc là, c'est chacun des canaux de la première couche contre tous les autres canaux, en fait. Donc vous avez effectivement une corrélation maximale qu'on le compare à lui-même. Vous avez ça sur les deux réseaux. Et en fait, on peut également comparer les deux entraînements différents. Et en fait, par permutation, il est possible de retrouver une diagonale, enfin des features corrélées. Et donc nous, en fait, on pose l'hypothèse que ce phénomène, qui donc n'apparaît normalement sur un réseau de même architecture entraîné sur la même tâche, doit persister dans une certaine mesure sur des tâches qui sont similaires ou sur des données de même type. Et donc en fait, si elles sont alignables par corrélation, ça veut dire qu'il est possible de calculer juste une régression linéaire classique pour approximer les caractéristiques d'un réseau à partir de celles de l'autre. Et donc l'idée, c'est de venir faire des projections linéaires d'un réseau vers l'autre. Alors niveau méthode, donc en fait, pour expliquer rapidement, quand vous faites un entraînement avec des réseaux de convolution, vous avez un format de sortie qui est, donc vous avez deux dimensions spatiales, H et W. Vous avez la dimension de votre mini-batch et la dimension des canaux. Donc en fait, pour faire nos régressions, on va juste venir prendre deux canaux. Voilà, on va parcourir toutes les paires possibles de canaux. Alors nous, on sous-échantillonne parce que sinon ça fait des matrices inversées qui sont gigantesques et ça ne passe pas en RAM. On va standardiser les activations de ces canaux. Ça permet d'éviter... les activations, les différents canaux n'ont pas du tout les mêmes échelles d'activation, en fait, c'est pas lié du tout. Donc en fait, la standardisation, ça permet de ramener donc, la moyenne à 0 et l'écart type à 1. Donc ça évite de trouver des belles corrélations quand il y a un réseau qui a des activations très très faibles par rapport à l'autre, qui du coup sont très aplatis. Et on va venir calculer donc les résidus de ces régressions, qu'on va venir mettre dans une matrice en fait. Enfin, on va prendre la valeur absolue de ces résidus. Et en fait, la valeur de ce résidu, elle va nous renseigner sur la projectabilité en quelque sorte des caractéristiques. Et donc on est capable, en cherchant les minimums des résidus, de trouver les paires optimales à projeter. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on fait hors ligne. On fait des... Pardon. Quand on vient regarder ces genres de volumes de sortie des couches de convolution, on peut faire ça en ligne sur un jeu de données qui n'est donc pas annoté, d'où le terme non supervisé de la méthode. Et donc au moment de l'inférence, c'est-à-dire quand on embarque, en fait, on a juste à se souvenir de quelles caractéristiques sont repérées et de venir juste les projeter en fait, avec les paramètres qu'on a trouvés pour la régression et de les remplacer dans le réseau vampire. En termes d'expérimentation, on a utilisé des réseaux UNet, qui ont déjà été utilisés également par d'autres méthodes qui ont été présentées avant. Donc, qui ressemble à ça. Donc, c'est une espèce on appelle une architecture en encodeur-décodeur avec des skip connections qui donc font transiter des caractéristiques afin de garder les détails spatiaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les tâches que j'utilise, donc moi c'est la segmentation sémantique et l'estimation de profondeur. Donc on a juste changé la couche de fin, parce que le UNet à la base il est fait pour la segmentation binaire, donc il a juste une couche de sortie. Donc pour la segmentation sémantique à plusieurs classes, on a juste un plus grand volume de sortie, mais l'essentiel du réseau ne bouge pas, donc c'est la même architecture en somme. Et en jeu de données, on a utilisé
Alors moi, mon étude, elle ne se porte pas sur l'apprentissage exactement des réseaux, mais donc j'ai dû en entraîner pour pouvoir mettre les mains dedans. Donc j'utilise ApolloScape, qui est donc un jeu de données chinois qui propose sur des séquences d'images de route les deux annotations qui m'intéressent, donc segmentation sémantique et estimation de profondeur. Et pour la vampirisation, c'est-à-dire l'apprentissage non supervisé, j'utilise Cityscape et également des images de route. Donc on a des labels qui nous permettent de faire des mesures histoire de voir que ça se déroule bien, mais on ne les utilise pas dans la méthode. Donc on a tracé des courbes un peu. Donc on peut remplacer en prenant les plus petits résidus, on est capable de trouver les caractéristiques qui sont les plus optimales. Donc on peut remplacer un certain pourcentage des caractéristiques dans le réseau de Vampire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des couches en fait, qui dégradent. Alors oui, non, avant ça, comme on n'est pas supervisé, en fait, on définit une dégradation de la performance du réseau vampirisé, parce qu'effectivement, on approxime ces caractéristiques, donc forcément, il va y avoir une dégradation dans une certaine mesure. Et donc, en fait, on définit la dégradation. Donc, nous, on utilise la MIOU pour la segmentation sémantique comme métrique. Donc, on définit la dégradation comme, en fait, le ratio entre la segmentation qu'on fait sans vampirisation et la segmentation qu'on fait avec vampirisation. Donc, on a une métrique qui varie entre 0 et 1. Donc, quand on est à 1, ça veut dire qu'on n'est pas bon du tout, en fait. Ça veut dire qu'on prédit tout faux, enfin, par rapport au réseau original. Et à 0, ça veut dire qu'on prédit tout exactement pareil. Et donc là, on a tracé pour différentes couches à laquelle on peut vampiriser. Je vous rappelle, UNet, on a essayé de vampiriser à différentes couches. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des couches où le remplacement dégrade beaucoup moins que d'autres. Et donc là, c'est en remplaçant un certain pourcentage à certaines couches. Là, je vous ai mis la même chose en remplaçant tout sur toutes les couches, enfin pour chacune des couches. Et en fait, ça varie pas. La perte de performance ne varie pas monotonement en fonction de la profondeur. Donc il y a des couches qui sont plus intéressantes que d'autres en termes de perte de performance, de dégradation. En revanche, ce qui varie monotonement, c'est le gain en poids, donc la partie qu'on peut enlever du réseau, qui est d'autant plus grande que l'on va vampiriser loin dans le réseau. Donc dans un réseau purement séquentiel, on peut se permettre de couper tout ce qu'il y a avant. Dans le cas de UNet, comme on a des skip connections, on est obligé de garder la partie qui permet de calculer ces skip connections. Mais enfin, on peut couper comme ça un peu ce qui se passe en bas du réseau. Dans le cas d'UNet, c'est intéressant parce que en fait, UNet, c'est en bas qu'il y a tous les canaux, donc c'est là qu'il y a tout l'essentiel des poids du réseau en fait. Donc en fait, si on est capable d'enlever ça, ça allège pas mal. Et on est capable donc d'estimer l'allègement du réseau. Donc ça c'est alors la MIOU dégradation, c'est les mêmes stats que ce que vous aviez sur le graphique précédent. Le ratio de taille, donc c'est le pourcentage de poids qu'on peut retirer du réseau, donc qui décroît en fait en fonction de la couche à laquelle on va vampiriser. Et donc en fait on a une espèce de compromis à trouver entre une dégradation des performances du réseau vampire et l'allègement du système. Et donc nous, on propose une simple pondération en fait, des deux valeurs précédentes. Donc en pondérant avec un lambda, c'est vraiment juste proportionnel, c'est une fois l'un plus un moins lambda l'autre, qui permet de pondérer les deux valeurs que j'avais dans le tableau précédent là. Qui permet de parcourir une espèce de front de Pareto des couches optimales qui sont intéressantes à vampiriser, donc, selon qu'on veuille prioriser soit être proche du réseau original, soit vraiment alléger son poids. Donc en fait, le mieux c'est d'être à 0,0, c'est-à-dire qu'en fait, si on a 0%, si on a un ratio de size de 0%, ça veut dire qu'on a un réseau qui pèse plus rien. Et si on a une dégradation de 0%, c'est qu'on n'a pas perdu en performance. Alors je ne me suis pas chronométré du tout, mais là j'arrive déjà vers la fin. Donc en somme, on propose une méthode qui permet
de fusionner a posteriori de l'entraînement des réseaux de neurones convolutifs. Enfin, la méthode marcherait aussi dans le cas d'un fully connected. Donc on se base uniquement sur les cartes de caractéristiques, donc on n'a pas besoin des labels. Et en fait, on peut, quand on veut faire tenir un système en système embarqué, en fait, on peut juste parcourir toutes les couches optimales et chercher celle à partir de laquelle on rentre dans la mémoire du système embarqué. Alors c'était un travail assez expérimental. Il nous manque pas mal d'expérimentation à continuer. Après, on est également limité. Pour l'instant, en partant du principe qu'on a énoncé au début, c'est-à-dire que les deux réseaux de même architecture convergent vers les mêmes features en termes de corrélation. En fait, on pourrait essayer d'élargir à des couches. Donc déjà, pour l'instant, on fusionne à des couches de même niveau. Ce qui me contraint, en fait, quand on utilise des convolutions, en fait, on a besoin d'avoir des features de même dimension spatiale. Sinon, on ne peut pas faire de régression. On aimerait également étendre ça des réseaux qui ne sont pas forcément les mêmes, puisqu'en fait, pour faire différentes tâches, il y a des réseaux qui sont meilleurs que d'autres. Et effectivement, élargir les expérimentations à d'autres tâches. En fait. Pour l'instant, on a utilisé un jeu de données que j'avais choisi au début de ma thèse, parce qu'il était, c'est un peu du legacy. Donc voilà, en gros. Donc là, j'ai mis quelques références. Alors c'est peut-être un peu loin, vous ne voyez pas, là, c'est en gros le résumé de la méthode, en fait, où on a donc les deux résultats de segmentation avec et sans vampirisation. Merci. Il y a des questions? Pas de questions? Bon, du coup, j'en ai une. Si j'ai bien compris la contrainte, c'est pas que tu veux plus entraîner, la contrainte c'est que tu n'as pas les étiquettes. C'est ça, oui. Donc du coup, est-ce que la distillation, d'ailleurs que Elisa a oui, bah alors oui. En fait, on a pensé effectivement à faire ça une fois qu'on a fusionné. En fait, on pourrait redistiller avec sa sortie de celui-là. C'est ça, ouais. Redistiller, oui. On n'a pas encore essayé. Effectivement, on pourrait faire une espèce de fine-tuning distillation. Pareil, ouais. Mais en fait, en ce moment, je suis coincé je patauge un peu dans du refactoring de code pour pouvoir justement débloquer les expérimentations supplémentaires. Juste, peut-être si tu veux être moins agressif, parler de mutualisation, mais de vampirisation. Mais en fait, oui, c'était juste pour illustrer le concept pendant une réunion, en fait, et finalement, c'est resté. Ouais, après, on s'en souvient. Oui, bah, c'est de la com, quoi. Ça. Dans les grandes confs, ce genre de titre est accrocheur. C'est quand même... On a bien sûr avec YOLO, etc. Ouais. Bon, merci.